Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. Nous sommes heureux de vous retrouver. L'actualité du jour, c'est la bombe démographique en France. Un Français sur 3 aura plus de 60 ans en 2030, ce qui représente des défis gigantesques en termes de prise en charge financière et sociétale du grand âge. Une proposition de loi est discutée depuis hier à l'Assemblée nationale. Certains la jugent maigrelette. Si on veut un véritable service public du bien vieillir à domicile, il s'agit d'y mettre les moyens, mais simplement qu'on ne vienne pas nous faire un habillage en disant non, regardez la vraie avancée. Non, ce sont des miettes. Bâtir la société du bien vieillir, selon l'expression consacrée. Oui, mais avec quel financement? Qui payera? Les actifs, l'État ou encore les personnes âgées elles-mêmes? On en débattra tout à l'heure, avant notre débat sur le grand âge. Pas le grand âge des étoiles, mais le grand âge des humains. Alors qu'une loi sur le sujet est en débat depuis hier à l'Assemblée, la stratégie du gouvernement peine à se dessiner alors que les chiffres annoncent un bouleversement démographique. Entre 2030 et 2050, le nombre de personnes de plus de 85 ans va doubler. Qui doit payer la facture pour accompagner, pour héberger, pour soigner, pour aider les vieux, c'est-à-dire nous tous, plus ou moins? Bref, échéance. On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Suspendu depuis avril, l'examen de la proposition de loi sur le grand âge a repris hier à l'Assemblée nationale avec l'adoption de nouveaux articles sur l'aide à domicile et les EHPAD. Objectif de l'exécutif, construire brique par brique une société du bien vieillir en France. On va poser un certain nombre de briques sociétales, la question de la lutte contre les maltraitances, la question du droit de visite dans les établissements et dans les EHPAD, briques sur la reconnaissance que nous devons aux professionnels du soin, du médico-social. Concrètement, les députés ont notamment adopté des mesures pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, pour mieux détecter les cas de maltraitance et pour faciliter le travail des aides à domicile grâce à la création d'une carte professionnelle. Des mesures utiles mais jugées insuffisantes. Après des promesses non tenues du gouvernement, on se demande vraiment à quoi ça va servir. À quoi va servir cet examen, si ce n'est pour donner une bonne conscience au gouvernement? Les oppositions attendent de pied ferme la future grande loi de programmation promise par Emmanuel Macron et les efforts budgétaires qui vont avec pour répondre aux défis démographiques qui nous attendent. On va doubler dans les 25 ans qui viennent les plus de 85 ans. Ça va se voir, c'est une bonne nouvelle, l'allongement de l'espérance de vie. Mais en même temps, si on n'adapte pas l'ensemble de nos politiques à cette révolution de la longévité, alors on aura, je pèse mes mots, une crise du vieillissement. Jacques Chirac disait à l'époque, la maison brûle et on regarde ailleurs. Là, la maison vieillit et on regarde ailleurs. Alors la France doit-elle s'adapter d'urgence au vieillissement programmé de sa population? La loi grand âge promise verra-t-elle le jour et avec quels moyens à la clé? Quel prix sommes-nous prêts à payer pour nos aînés? 3 invités archi concernés. Véronique Fournier, bonsoir madame. Vous êtes cofondatrice du Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Vous êtes médecin. Votre premier contre-salon des vieilles et des vieux a eu lieu le week-end dernier à Paris. Ça a été un succès, je crois. Énorme. Énorme. Bon, puis-je me permettre de vous demander votre âge? 69 ans. Très bien, madame. Et selon vous, la société n'est pas suffisamment inclusive pour les personnes âgées. Elle nous assiste, nous les vieux, c'est vous qui dites ça, au lieu de nous considérer. À côté de vous, Luc Broussy, bonsoir monsieur, président de France Silver Economy, spécialiste du vieillissement. Selon vous, le vieillissement de la société fait augmenter les dépenses de santé. On ne peut répondre à ce défi que par la solidarité nationale. Et à côté, un gamin, Maxime Sbailly, économiste, directeur des études France à l'Institut Montaigne. Votre ouvrage Le Grand Vieillissement est paru aux éditions de l'Observatoire et vous estimez qu'il y a un gros problème d'équité intergénérationnelle. On fait payer la facture du vieillissement aux jeunes. En gros, c'est ainsi que vous résumez. Il faut mettre les seniors à contribution. Le débat va être saignant, j'en suis sûr. Et on démarre avec un chiffre qui est assez édifiant sur la bombe démographique. Exactement. En 2030, demain, donc, un peu plus de 6 millions de Français auront entre 75 et 84 ans, contre 4 millions en 2020, soit 50% de plus en 10 ans. C'est du jamais vu. Luc Broussy, c'est un Big Bang qui est prévisible, donc on a des statistiques, mais on a l'impression qu'on n'en a pas pris conscience. Vous avez raison, c'est prévisible. Je vais vous donner un scoop. Tous les gens qui auront 85 ans en 2030 sont déjà nés aujourd'hui. Voilà. Et les chiffres que vous donnez là montrent qu'il n'y a pas les vieux. Ce n'est pas une catégorie homogène. C'est 20, 30, 40 ans d'une vie où on peut potentiellement être qualifié de personne âgée. Et donc le chiffre que vous avez montré là, c'est une étude qu'on a fait avec notre think tank Matière Grise et le Haut-Commissariat au Plan, qui a montré que la décennie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une explosion des 75-84 ans.
C'est les baby-boomers, quoi. Absolument. C'est ça, hein, ceux qui sont Mais nés c'est juste même après la les guerre. boomers qui sont nés en 1945, c'est ça. qui ont donc 75 ans en 2020. Ouais. Ils auront donc 85 ans en 2030. Et donc l'explosion des 75-84 ans, là en ce moment, va se transformer en explosion des 85 ans et plus à partir de 2030. Ouais. C'est deux défis très différents, hein. Le premier consiste à adapter la société au vieillissement, les logements, les mobilités. Évidemment, le deuxième défi consiste à prendre en charge la perte d'autonomie potentielle. Ouais. Véronique Fournier, vous faites le même constat, on n'a pas pris conscience, on n'a pas pris la mesure de ce que cela allait imposer dans notre société, cette augmentation du nombre de seniors dans notre... Je crois qu'on le sait depuis longtemps, mais c'est vrai que je pense que la société ne s'est pas suffisamment adaptée au vieillissement. Et ce que je pense aussi, c'est que l'allongement de la longévité, même de 75-85 ans, ne veut pas dire inactivité. Hein. On a trop tendance à considérer aujourd'hui que à partir de l'âge de la retraite, on est inactif. Ce n'est pas vrai. Et on peut, en tout cas, faire contribuer les personnes âgées. Elles peuvent rester actives très longtemps. Et deuxièmement, on peut aussi repousser la dépendance. Tout le monde ne sera pas dépendant. Il n'y aura qu'une toute petite partie des personnes très âgées qui seront dépendantes. Et plus on inclura longtemps les gens dans la société, moins il y aura de dépendants. Et plus on pourra repousser l'âge de la grande dépendance. Maxime Sbailly, vous avez une formule choc, j'imagine, c'est pour réveiller les esprits ou fabriquer le débat, susciter le débat. Vous parlez de l'épadisation de la France, à terme. Ce qui est sûr, et déjà c'est en cours. Hein. On a une démographie inédite en France. On n'a jamais été dans cette situation-là dans l'histoire de France. Et effectivement, cette vague des baby-boomers, donc qui sont nés après la guerre, 23-25 millions de personnes, qui arrivent massivement à la retraite et qui commencent, comme l'a rappelé Luc Broussy, à arriver à l'âge de 75 ans, qu'on estime de manière un peu arbitraire l'âge de la dépendance. C'est que l'avant-garde, parce qu'effectivement, cette vague-là, si vous voulez, la pyramide des âges, elle n'est plus du tout pyramidale. Elle l'était dans les années 50-60, et aujourd'hui, en fait, la pyramide des âges se rétrécit par le bas, donc les écoles se vident petit à petit, et les EHPAD se remplissent petit à petit. Et c'est cet effet-là qui, je pense, on n'a pas conscience de ce que ça veut dire en termes sociétaux, en termes économiques, en termes financiers, en termes politiques aussi. Il y a une forme de déni démographique en France, on l'a vu lors de la réforme des retraites, qui fait qu'on ne prend pas en compte ce grand changement démographique français. Et je pense qu'il faut se réveiller. C'est ce qu'essaie de faire l'Assemblée, mais on a du mal, politiquement, à suivre cette vague-là. Alors, il n'y a pas que les EHPAD, hein. Il y a aussi le maintien à domicile des personnes âgées, qui est une sorte de solution idéale pour elles. Et il y a des dispositifs, Anna, on parlait tous ensemble. Parce que pouvoir rester chez soi quand on vieillit, c'est réconfortant, on a ses habitudes, on a ses souvenirs, sauf qu'en fait, le problème, c'est que chaque année, 450 000 seniors de plus de 65 ans chutent à domicile parce que les logements sont inadaptés. Le gouvernement déploie donc le dispositif MaPrimeAdapt' à partir du 1er janvier 2024 pour tous les seniors de 70 ans qui souhaitent rénover leur chez eux. Pour ceux en perte d'autonomie, la demande peut être faite dès leurs 60 ans. Et avec cette prime, ils peuvent donc financer, par exemple, l'installation d'un monte-escalier ou d'une rampe d'accès. Dans la salle de bain, c'est la baignoire classique qui peut être remplacée par une baignoire senior. Dans la cuisine, l'aménagement peut être repensé avec, par exemple, une main courante le long du plan de travail ou alors un revêtement antidérapant au sol. Et autre option, si on souhaite rester à la maison mais conserver une vie sociale, eh bien c'est la coloc senior. Il en existe partout en France et chez AGV notamment, les colocataires vivent dans des maisons de plus de 250 mètres carrés. Chacun dispose de sa chambre avec une salle de bain adaptée. Des aides-soignants sont présents 7 jours sur 7 en fonction de la perte d'autonomie de chacun. Et la seule obligation, eh bien, c'est de partager ensemble tous les moments de repas. Côté budget, il faut compter en moyenne 1 800 € par mois. Luc Broussy, tout ça c'est très bien, mais est-ce que ce n'est pas aussi une manière de dire à nos vieux, débrouillez-vous en fait? Ah, pas du tout, c'est exactement l'inverse. MaPrimeAdapt', je ne veux pas m'en attribuer totalement la paternité, mais enfin c'est dans le rapport que j'ai fait en 2021 et que, pour le coup, Emmanuel Macron a repris, avec, vous avez raison, date d'effet au 1er janvier prochain. Ça veut dire quoi? C'est pas tout de dire les Français veulent rester à domicile, il faut leur en donner les moyens. 10 000 personnes âgées meurent chaque année de chute domestique. On ne peut pas continuer avec ce déni de santé publique. Donc il faut adapter son logement. Il est possible qu'à un moment donné, le logement ne soit pas adaptable. Vous pouvez adapter tous les logements du monde, s'ils sont à 5 km de la boulangerie, ce n'est pas un logement adapté. Donc il y a aujourd'hui la nécessité, vous savez, en moyenne, les personnes âgées adaptent leur logement à l'âge de 84 ans. C'est beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop tard. Il faut anticiper. Et puis, à un moment donné, il faut que tout le monde se pose la question. J'espère que MaPrimeAdapt' y participera. C'est de dire, bon,
mon pavillon à 5 km de la boulangerie, c'est pas adapté, peut-être y compris à la vie de ma femme quand moi je décéderai. Parce que c'est ça aussi la vérité, c'est que l'immense majorité sont des femmes, au-delà de 80-85 ans. Donc adapter son logement ou bien trouver d'autres formes de domicile. Rester chez soi, ça peut signifier parfois changer de chez soi. Et c'est là où les nouvelles formules se développent aujourd'hui, tout à fait passionnantes. Véronique Fournier, c'est ça le sentiment principal, majeur, c'est de vouloir rester chez soi? C'est ce que vous constatez? Je crois qu'il faut poser la question aux gens, les premiers concernés. Pas que ce soit des gens de l'extérieur, tout jeunes, qui décident de comment les vieux doivent vieillir et où ils doivent habiter. Voilà. Et donc, nous en avons reçu 2000 ce week-end. Au contre-salon. Au contre-salon, parce que pour la première fois, on leur disait « Venez nous dire ce que vous voulez ». Et qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils disent que ce n'est pas tout à fait ce que Luc Broussy leur propose qu'ils veulent. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Et donc, ils veulent décider pour eux-mêmes au moment où ils le voudront. Et c'est vrai, on peut penser tout ce qu'on veut, on peut dire il faudrait anticiper. Mais les gens ne veulent pas anticiper. Vous allez les forcer à anticiper, vous allez faire comment? Ils ne veulent pas, pour l'instant, ils sont chez eux, ils se sont bagarrés pendant 70 ans pour tenir sur leur quille tout seuls, pour résister à l'existence, qui n'est pas facile, qui est pleine d'épreuves. C'est votre cas? Par exemple, oui. Et voilà, ils disent... J'ai appris à vivre tout seul et à rester autonome. Laissez-moi progresser comme je veux dans cette pensée-là. Et au moment où il le faudra, et où j'en aurai besoin, et où j'aurai pas le choix, je verrai. Et pour tout ça, il faut de l'argent. Je pense que vous n'allez pas être d'accord, Maxime Sbailly. Vous dites qu'il faut les faire payer, nos aînés. Il y a trois manières. Ça va demander beaucoup d'argent. Les retraites, la santé, une population qui vieillit, c'est une population qui a besoin d'argent parce qu'il y a des besoins croissants. Et il faut répondre à ces besoins, il faut les accompagner. Il y a trois manières de faire payer ça. Soit c'est les actifs. C'est un peu la solution facile, moi je dirais un peu lâche, c'est-à-dire on dit les générations qui travaillent aujourd'hui vont se récupérer la facture du vieillissement, voilà, et puis... c'est le système de répartition. C'est le système de répartition, mais le problème c'est qu'on a de moins en moins d'actifs pour payer de plus en plus d'inactifs. Et c'est le même problème que pour les retraites, c'est-à-dire qu'en fait au bout d'un moment vous asphyxiez tellement les actifs que vous leur mettez des taux de cotisation tellement énormes que le travail ne paye plus, qu'ils se retrouvent dans des situations assez compliquées. Au Japon on peut travailler jusqu'à 80 ans et justement c'est les actifs qui financent... Oui, et vous savez qu'aujourd'hui les actifs, un tiers du salaire brut, il va déjà dans les cotisations retraite. Aucune autre génération n'a connu ça par le passé. Donc il faut faire attention de ne pas mettre sur les épaules des actifs trop de charges. Alors comment ça devient compliqué? Quelle alternative? Il y a une autre solution, c'est la solution assurantielle. De dire, à partir de 50 ans, vous obligez les gens à prendre une assurance et donc à individualiser le risque de longévité pour qu'ils puissent s'assurer eux-mêmes contre ça. Et il y a une autre solution aussi, c'est de mobiliser le patrimoine des seniors. C'est eux, je vous rappelle quand même que les plus de 60 ans sont maintenant plus riches que les moins de 60 ans qui sont plus riches alors que ce sont ceux qui bénéficient du système de protection sociale. On peut trouver des solutions, la location-transmission, le viager. Il y a des solutions intelligentes qui permettent de liquéfier le patrimoine des seniors pour leur permettre justement de financer leurs nouveaux besoins. Vous le sens de la formule, liquéfier le patrimoine des seniors. Luc Broussy, qu'est-ce que vous pensez de ces... Je suis un peu, mais pas totalement en désaccord avec Maxime, c'est que il faut un système de solidarité nationale, mais il ne pourra pas peser que sur les seuls actifs. Il a raison de dire que quand vous prenez le taux de pauvreté en France, le plus faible taux de pauvreté, c'est après 65 ans. Il faut arrêter d'être dans l'idée que vieux égale pauvre. C'était le cas il y a 40 ans, c'est plus le cas aujourd'hui. La solution, enfin, il y a des inégalités très fortes. Oui, il y a aussi des petites retraites. Il y a aussi des personnes âgées qui se sont battues pour l'augmentation comme il y a des salaires, je veux dire. Bon, mais c'est vrai que le patrimoine immobilier est concentré dans ce pays au-delà de 60, ce qui est tout à fait légitime. Hein. Bon. Non, moi je crois qu'à la fois ça va coûter, il faut un système de solidarité. Il faut faire en sorte, à partir de maintenant, puisqu'on peut anticiper, que ça coûte le moins possible demain. Politique de prévention. 3, ça peut aussi, non pas rapporter, mais ça peut aussi créer des emplois, créer de la croissance. C'est ce qu'on appelle la silver economy, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi une activité autour du bien vieillir qui va se développer et qui va aussi générer de la croissance. C'est pas seulement un secteur qui coûte. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous entendez Maxime Sbailly dire une assurance dépendance que doivent souscrire les plus de 50 ans aujourd'hui, ou alors mettre à contribution le patrimoine, pour lequel ils ont déjà payé pendant leur vie en même temps? Nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut que ça soit la solidarité nationale qui paye. Parce que justement, il y a des grandes inégalités quand même parmi les vieux, même si effectivement, les vieux ne sont pas la génération la plus appelée. Un impôt particulier? Mais ce que nous pensons aussi, c'est que oui, peut-être qu'il faut savoir discuter et que les vieux payent plus quelque chose, puisque finalement, les riches qui deviennent vieux ont plus de chances de devenir très vieux que les pauvres qui deviennent vieux. Et ceci, tout le monde le sait. Et donc,
une fois de plus, je pense que laissons les vieilles et les vieux penser ça et faire des propositions à la société. Ils sont tout à fait au courant de ce qui se passe entre les générations et ils ont envie de proposer leur quote-part. Et donc, je pense qu'ils seront plus faciles à convaincre s'ils discutent et s'ils sont pris à témoin et si on les engage dans la discussion plutôt que si on leur impose quelque chose de l'extérieur. Et bien justement, vous évoquez cette inclusion des vieux pour qu'ils donnent leur avis et qu'ils participent à la vie au bien commun, à la vie démocratique. Regardez, on va regarder une archive. Pour faire participer les aînés, des communes, ça c'était dans les années 90, ont mis en place un conseil des sages, en étant 90 exactement, à La Roche-sur-Yon en Vendée. Ils sont 7000 retraités à La Roche-sur-Yon. C'est un grand réservoir d'expérience. C'est pourquoi, en septembre 89, le conseil municipal a proposé de s'appuyer sur un conseil des sages, une sorte d'assemblée des papis-mamies. 177 personnes de plus de 60 ans ont été volontaires, 43 sages ont été retenus. Ainsi, de la coiffeuse à l'ingénieur, de l'ouvrier au commerçant, d'entrée, les 43 sages vont disposer de 6 commissions. Alors, face à tout ce remue-ménage, que pensent en fait les retraités, les sages? Eh bien, presque tout les intéresse. Disons l'environnement, l'environnement de la ville, les transports, etc. Et peut-être aussi l'intercommunalité aussi, peut-être. Donc, si l'on résume, ce qui va vous passionner, c'est la vie des quartiers? En général, oui, surtout le mien. Il y a le conseil des enfants, vous ne connaissez pas le conseil des sages. Qu'est-ce que vous en pensez, Luc Broussy? Moi, je suis contre, mais je suis contre pour une raison simple. Pour quelle raison? C'est qu'il y a des conseils des enfants parce que ce ne sont pas des citoyens. Oui. Les personnes âgées sont des citoyens. Moi, j'ai été élu local, j'ai été élu municipal, maire adjoint. Dans notre équipe, il y avait tout âge. Donc moi, je veux l'inclusion de tous les seniors, les personnes âgées, dans les clubs sportifs, dans les associations, dans les conseils municipaux, et pas de ghettoiser la citoyenneté des personnes âgées comme s'ils avaient des soucis autres que l'ensemble des autres citoyens. Moi, le jour où j'aurai 80 ans, j'ai pas envie d'être dans un conseil d'anciens. Véronique Fournier, votre point de vue, vous qui avez créé le contre-salon des vieilles et des vieux. Alors les conseils des ghettoisés, sages, je ne connais pas, mais nous avons l'intention de continuer de nous organiser en conseil spécial des vieux impertinents et anciens boomers pour continuer de provoquer un peu les débats qui nous intéressent et auxquels nous voulons participer. Nous ne voulons pas être un vieux alibi dans un conseil général ou dans une municipalité. Nous voulons compter plus que cela dans la construction de la société de demain. Et ce qui est important aussi dans la prise en charge de la vieillesse, c'est trouver du personnel soignant. Et c'est une grande difficulté, c'est un obstacle récurrent. Écoutez, Vincent Telly, le directeur des politiques publiques de l'UNA, il est en première ligne sur ce sujet. La branche de l'aide à domicile a ouvert 40 000 postes, 25 000 sont restés vacants. On a plus qu'un déficit, c'est un gouffre de l'attractivité dans les services à domicile. On l'explique parce qu'on a des salaires qui ne suivent pas. C'est majoritairement, et nous le regrettons, un emploi à temps partiel, ce qui fait que ces salaires, même revalorisés, ils sont quand même des salaires à temps partiel, et donc restent en dessous du SMIC mensuel. Maxime Bailly, là on se voit qu'il faut de l'argent pour tout ça. On se dit, à la limite, pourquoi il ne faut pas nationaliser le secteur du grand âge? Ça coûtera très cher, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas de la responsabilité collective d'organiser tout cela, de recruter, d'augmenter les salaires et de payer sur les deniers de l'État? Mais je ne sais pas si c'est en nationalisant qu'on va solutionner le problème. Enfin, ce n'est pas une solution miracle. Vous auriez la main sur les salaires? Oui, mais le problème, c'est pas que les salaires, c'est qu'en fait, on n'a pas assez de personnel. C'est-à-dire même dans certains secteurs comme ça. D'ailleurs, c'est pas que sur les aidants. On le voit dans beaucoup de pénuries, dans beaucoup de filières en France aujourd'hui. Ça aussi, c'est démographique. C'est le fait qu'on ait une population active qui, je le rappelle, va commencer à baisser dans les années 2030, 2036, parce que justement, on a de plus en plus de retraités et de moins en moins d'actifs pour financer, mais aussi pour travailler dans l'économie. Donc, c'est pas en nationalisant qu'on va régler le problème. Il y a des acteurs privés qui s'en occupent aussi très bien, plus ou moins. sous mandat, plus ou moins. Rappelons, il faut bien sûr faire attention, il y a des contrats, il y a des conventions qui le scandale RPA. Mais je pense, et d'ailleurs on a le même problème sur les crèches, au passage. Oui, c'est vrai que sur les aides maternelles. Moi je suis un jeune papa, je peux vous dire que sur les crèches, c'est... Et il y a eu des livres récemment qui l'ont montré. Et il y a des scandales sur les crèches. D'ailleurs, je trouve pas la même... Il y a eu une enquête et une publication récente. Il y a eu quand même le scandale RPA, Luc Broussy, qui a montré les limites de la gestion privée tout de même, et qui a été un traumatisme. Oui, qui a été un traumatisme, mais quand vous prenez les professionnels des EHPAD, ils n'estiment pas que ce qui a été montré là est
spécifique à Orpea. 50% des EHPAD sont publics en France aujourd'hui. Donc si c'était les méchants d'un côté, les gentils de l'autre, ça se saurait. Donc c'est vraiment pas la nature juridique qui est comment dire, au cœur de la qualité de prestation d'un établissement. Ça vraiment, je veux dire, sur le terrain, tout le monde le constate. Mais en revanche, tant que dans notre société, il sera plus valorisant d'être Instagrammeuse à Dubaï qu'être soignante à Mont-de-Marsan, eh bien, vous aurez ce déficit de personnel. Donc, vous voulez évoquer l'attractivité de ces métiers, oui, c'est ça enfin, on demande quand même, dans notre société, qu'est-ce qu'on a fait au jour? On a délégué à des trucs qu'on appelle les EHPAD l'accompagnement de nos parents et de nos grands-parents. On est un des pays qui institutionnalise le plus les personnes âgées en établissement. 21% contre beaucoup moins dans d'autres pays européens. Donc, et une fois qu'on a délégué cette tâche, on a de montre que de critiquer ceux qui font ce travail-là. Donc c'est compliqué. Aujourd'hui, il faut voir la vie. Vincent Telly, que vous avez interrogé, il le sait, les aides-soignantes qui vivent en banlieue, qui prennent le train, qui ont des trajets et qui à la fin sont payées au SMIC dans des contrats précaires. C'est à ces gens-là qu'on a délégué la prise. Donc c'est là qu'il faut revaloriser les conditions de travail et les salaires. Vous ne seriez pas d'accord, Véronique Fournier? Non, nous essayons de travailler autrement, de réfléchir autrement. C'est-à-dire que nous sommes les premiers concernés à la non-épadisation demain. Comme vous dites ça, nous ne voulons pas aller vieillir en EHPAD à notre génération. Je crois que c'est assez massif. Et de la même façon, je crois que les soignants aujourd'hui n'ont pas envie de travailler en EHPAD parce qu'ils trouvent que la façon dont on prend en charge les personnes ne convient pas à ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, c'est tout le système qu'il faut repenser. Oui, mais il y a des familles qui ne peuvent pas faire autrement que de placer leurs parents. Oui, mais pas forcément dans une EHPAD. C'est des drames familiaux quand même. Enfin, il y a des familles qui n'ont pas le temps, ni l'argent. C'est pas une question de ça, c'est une question de structure. On n'est pas obligé de faire des EHPAD de 100 places et de les mettre en périphérie de ville. On peut essayer de concevoir une façon de prendre en charge les personnes âgées différente. Intergénérationnelle, avec un mélange entre les jeunes et les plus âgés. Il y a plein de solutions et plein de solutions qui sont à l'étude. Moi, je pense qu'il faut nationaliser effectivement l'organisation du système complètement et que l'argent aille à tout le monde de façon équivalente en fonction du niveau de ses besoins et qu'ensuite de ça, il décide si c'est plutôt à domicile ou plutôt dans une structure légère ou plutôt dans une structure plus lourde. Ça coûte le même prix dans toutes ces structures. Il ne faut pas que l'argent aille à la structure, il faut qu'elle suive la personne et ses besoins. Aussi, c'est envisageable. Non, mais Véronique a raison en tout cas sur un point, c'est qu'il faut changer de manière structurelle. 90% des EHPAD de 2030 existent déjà aujourd'hui. Voilà, on ne va pas les révolutionner. Donc il faut changer l'EHPAD. Il faut des milliards pour les rénover tout de même. Il faut des milliards pour les rénover en termes de pour mieux payer. Il faut les repenser. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans un EHPAD, vous avez l'impression d'entrer chez quelqu'un d'autre. Voilà, c'est bienvenue chez nous. Moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit bienvenu chez vous. Vous voyez, que la logique institutionnelle change, que les familles, que les résidents soient beaucoup plus impliqués dans la gestion de l'établissement. Il faut changer l'EHPAD, mais l'EHPAD, lui, sera toujours, qu'il s'appelle comme ça ou autrement, indispensable. Et nous pensons qu'il ne faut plus d'EHPAD. Très bien. Et bien voilà, vous aurez le mot de la fin. Vous avez tout fait pour l'avoir et vous l'avez. Merci à tous les trois d'être venus débattre autour de la question du jour, le prix que nous sommes prêts à payer pour le bien-être de nos vieux. Et voilà, nous serons tous vieux un jour ou l'autre.